Alors bonjour à tous, bonjour Annie. Bonjour Yannick. Donc aujourd'hui on est chez Annie Lacroix-Rize à l'occasion de la sortie en édition poche de son livre désormais classique Industriels et banquiers français sous l'occupation. Et rappelle-moi le sous-titre. Il n'y en a plus. Ah, c'était la collaboration économique. C'était la collaboration économique avec le Reich et Vichy, mais des travaux supplémentaires m'ont permis m'ont fait m'apercevoir que c'était redondant et que ça n'avait ni queue ni tête parce que on ne pouvait pas dissocier le capital financier de Vichy. Donc le thème même de collaboration avec Vichy n'avait pas de sens. Donc il suffisait de traiter des industriels et banquiers sous l'occupation. Et ça a été l'objet de la première réédition, qui était en très grande partie un nouveau livre, parce que j'avais travaillé des années de plus, j'avais travaillé une dizaine d'années sur des nouveaux dossiers, et que ces nouveaux dossiers éclairaient tellement les dossiers antérieurs. J'avais beaucoup de dossiers allemands dans la première période, des français aussi, mais quand même peu ou pas grand-chose sur les aspects intérieurs de l'avant-guerre. Or, ce qui éclairait la collaboration des industriels sous l'occupation, c'était naturellement l'avant-guerre, parce que l'avant-guerre permettait de mettre au point une problématique, je dirais, complètement différente. C'est-à-dire de poser la question, est-ce que la collaboration a été une collaboration entamée en 1940 ? Est-ce que ça se prête à la problématique qu'a adoptée l'historiographie dominante d'une collaboration nouvelle, imposée, et même imposée par l'État, à des industriels et banquiers qui seraient allés entraînant les pieds, en essayant d'imiter. Et ça, c'était effectivement la problématique qui commençait à s'installer depuis les années 90. Okay. Alors, juste pour rappeler, donc ton livre avait été sorti en 99 pour la première fois, et il avait été réédité plusieurs fois. Et donc, il avait été réimprimé plusieurs fois, et il a été réédité en 2013, et là c'était une vraie réédition, c'était même en fait un nouveau livre. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, là, donc, ce 18 juin, il sort en format poche, donc plus accessible. Voilà, et il a surtout été mis à jour, parce que entre 2013 et la période récente, j'ai travaillé sur des dossiers auxquels je n'avais pas eu accès auparavant, c'est-à-dire sur des dossiers, enfin à une exception près, sur des dossiers de justice. J'avais beaucoup travaillé sur les dossiers de justice. C'est même comme ça que j'avais découvert la collaboration industrielle et bancaire dans les années 1980, parce que s'était ouverte une possibilité à l'occasion d'un colloque, de bénéficier de dérogations particulières sur des dossiers de la guerre. Et moi, j'avais travaillé sur les banques. Et j'avais découvert, dans les années 1980, quelque chose de sidérant. C'est-à-dire, je m'étais rendu compte que, d'une part, les banques avaient volontairement collaboré, et que cette collaboration volontaire est maximale et dans tous les domaines et d'une ampleur considérable, s'était traduite non seulement par une absence de répression, mais je dirais par une continuation de promotion, puisque, pour ne donner qu'un exemple, les grandes banques nationalisées, pour ne pas parler des autres évidemment qui n'avaient connu aucun changement, donc les grandes banques de dépôt avaient vu toutes leur conseil d'administration passer en bloc de l'occupation à la libération. Donc, comme il se trouve que ces dossiers, qui étaient des dossiers de la commission interprofessionnelle d'épuration, qui étaient des dossiers de justice,
mais des dossiers d'une espèce de justice particulière de l'épuration, c'est-à-dire d'une justice d'épuration qui n'était théoriquement opératoire qu'à partir du moment où il y avait aussi une décision de justice proprement dite, c'est-à-dire de justice d'épuration par la justice classique. Parce que là, on pouvait proclamer, on pouvait édicter des interdictions partielles d'intervention, mais ça ne représentait pas grand-chose, bien que ça fasse beaucoup de dossiers par rapport à la justice suivant son cours. Donc on avait beaucoup de dossiers que je n'avais consultés que sur les banques, et j'en avais tiré un très gros article, qui étaient devenus 2 articles, mais pour montrer à quel point l'affaire court depuis longtemps, qui était sorti en 1986 dans la revue qui s'appelait alors la revue de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, j'avais montré, c'était la première fois, parce qu'on n'avait jamais travaillé sur les banques ou sur ce qu'on appelle la collaboration économique, jamais en France. Et là, j'avais découvert une collaboration exceptionnellement importante dans tous les domaines, pas seulement celui de l'appui des banques, celui des investissements communs, je dirais une collaboration tous azimuts, la collaboration à l'arianisation. Et quelle arianisation! Et donc, j'avais découvert l'activité des banques. Et comme il s'agissait, puisque cette documentation, elle comportait, bien entendu, les aspects de justice, mais elle comportait aussi, et c'est ce qui est le plus important dans les dossiers de justice, quels qu'ils soient, des instructions. Et les dossiers d'instruction sont en général bien faits. C'est-à-dire qu'il y a dans des dossiers d'instruction toute une série de pièces qui datent de l'époque étudiée, en l'occurrence de 40-44, et là, on découvre des choses sidérantes. C'est-à-dire qu'on découvre, par exemple, toute une structure des conseils d'administration de la Banque de Paris et des Pays-Bas, qu'on découvre, on ne sait pas pourquoi, et qui atteste une collaboration sidérante, et vraiment une collaboration volontaire, c'est-à-dire financement, facilitation d'affaires, d'arianisation d'affaires, tous les types d'opérations, plus la collaboration mondaine, parce qu'on invitait beaucoup les Allemands. On invitait les Allemands de l'administration militaire, mais ces Allemands de l'administration militaire étaient des banquiers en costume militaire, ce qui est le cas systématique. On n'envoie pas des prolétaires comme représentants appelés à négocier, à traiter avec le capital financier. Donc ils étaient tous banquiers. Et on se recevait, et les Français écrivaient en allemand, etc. Donc moi j'ai été sidéré, et quand j'ai vu ces dossiers, donc ça remonte à loin, hein, ça remonte à plus de 40 ans. Là j'ai compris ce que c'était que la collaboration volontaire. Et puis comme je commençais à travailler sur l'épuration, alors là qui n'intéressait personne, hein, l'épuration économique n'intéressait personne. Donc en 1986, je découvre l'épuration, plutôt la non-épuration. C'est-à-dire que je me rends compte que des grands banquiers, j'avais en particulier étudié, pas seulement, mais plus largement étudié la Banque de Paris et des Pays-Bas, le mastodonte, un des mastodontes des banques d'affaires, et je m'étais aperçu que il était difficile de faire plus collaborateur, y compris d'ailleurs dans l'arianisation qui avait été grandiose, et je me rends compte que tout ça, sauf un cas, c'est-à-dire celui du président directeur général, qui avait la bonne idée d'avoir dépassé 70 ans, c'est-à-dire l'âge limite de la fonction, sauf celui-là, qui avait été abandonné d'ailleurs par toute son équipe, et qui, pour se venger,
avait transmis aux autorités le compte-rendu secret des sessions, évidemment qui n'était pas destiné à la justice, sauf ce cas-là, qui s'est passé d'ailleurs sans ennui. Il a été débarqué de la présidence de la Banque de Paris et des Pays-Bas, mais tout le reste, à la différence je dirais à l'exception d'un haut fonctionnaire qui s'est tout à fait bien adapté, d'un inspecteur des finances selon la règle qui s'est tout à fait bien adapté aux choses, tout est resté en place. Donc j'ai découvert dans les années 1980, en fait à partir de 1983, que la collaboration la plus étendue avait été gratifiée, je dirais, de la non-épuration la plus spectaculaire. Donc j'ai découvert deux choses. À une époque, il faut le savoir, où rien n'était connu en France de l'histoire de la guerre. Il faut toujours rappeler que Paxton, dont l'ouvrage La France de Vichy a acquis la notoriété qu'on sait, et ouvrage qui a été publié en 1973 en France, n'avait bénéficié d'absolument aucune archive française. Il n'avait travaillé que sur les archives allemandes recueillies, si je puis dire, ou saisies par les Américains et transportées à Washington. Donc c'est exclusivement des archives allemandes. Et puis il ne s'occupait pas beaucoup d'économie. Donc dans les années 80, en France, on ne s'occupait pas beaucoup d'économie. Et on pouvait d'autant moins s'occuper d'économie qu'on ne pouvait rien apprendre sur la Deuxième Guerre mondiale. C'était un sujet complètement tabou, comme ça m'a été avoué d'ailleurs par le grand directeur, très compétent des Archives nationales responsable du dossier, qui était Pierre César, qui était un ancien fonctionnaire chartiste qui avait travaillé beaucoup au ministère de l'Intérieur, qui avait présidé à la fabrication très épurée des archives dites de Wiesbaden, c'est-à-dire des archives de la commission d'armistice allemande de Wiesbaden à laquelle les Français participaient, hein, en l'occurrence avec le gouverneur de la Banque de France, Yves Bréard de Boissongé. Je m'étais donc aperçu, puisque César me l'avait dit, que le malheureux Paxton n'avait bénéficié d'absolument aucun dossier, ce qui devenait gênant dans les années 1980, puisque finalement, il n'est qu'en France qu'il était interdit de travailler sur l'occupation. Alors j'ai découvert à ce moment-là deux choses. D'une part, l'ampleur de la collaboration, que je ne pouvais pas imaginer, parce que bien qu'à l'époque, elle était reconnue, elle était mal connue, mais elle était reconnue. L'ampleur de la collaboration, et puis j'ai été encore plus saisi par la non-épuration. Et je dirais qu'à partir de là, m'étant fixé plusieurs objectifs, j'ai eu de la chance, puisque j'ai eu une carrière de chercheuse longue, très longue. Là, je me suis aperçu qu'il fallait à la fois travailler sur l'occupation, évidemment sur les lendemains de l'occupation, et que pour ça, il fallait quand même qu'on les trouve, les sources. Et à partir de là, j'ai travaillé sur des sources qui ont été d'une part des sources allemandes, qui sont énormes d'ailleurs dans mon livre, hein, c'est-à-dire les sources AJ40, qui sont les sources de l'administration militaire en France, et qui comportent à peu près tous les aspects de l'occupation allemande, y compris la répression à proprement parler, la répression politique, policière, etc., mais qui comportent une partie considérable de dossiers économiques. Donc ceux-là, ils étaient disponibles. C'était constitué par les dossiers que les Allemands avaient lâchés un peu précipitamment en partant en août 1944 de Paris. Et puis, au fil des... Alors, c'est très intéressant de constater que on se trouvait dans des circonstances favorables dans les années 1980 où finalement on ne savait rien, parce que régnait une certaine liberté d'expression en histoire, enfin en histoire académique, mais que
cette liberté, elle a quasiment disparu en même temps que les archives se sont ouvertes. Alors je ne vais pas faire ici l'histoire de l'ouverture des archives, mais il faut quand même savoir que l'histoire économique de l'occupation n'intéressait personne. Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur cette histoire de l'occupation, alors que les dossiers commençaient à s'ouvrir dans les années 1991. Je voudrais juste faire une remarque. Le droit de consulter les archives dont je viens de parler, ces archives de la commission interprofessionnelle d'épuration, était un droit relevant de la dérogation particulière et annulable. Ce qui explique d'ailleurs que 15 ans plus tard, à un moment, il a fallu que je me bagarre pour reconsulter des dossiers que j'avais vus dans la période précédente. Et puis, il y a eu toute une série de, je dirais, de scandales, dont un important dans les années 1990, qui est constitué par la sortie de l'ouvrage de Sonia Combe qui s'appelait Archives interdites, qui a fait beaucoup de tapage, parce que cette chercheuse a fait savoir qu'il y avait en France un système non seulement dérogatoire, mais un système dérogatoire particulièrement inégal, c'est-à-dire qu'on acceptait de montrer à des historiens triés sur le volet, à des historiens sûrs, des dossiers qui étaient dissimulés aux autres. Alors ça a fait beaucoup de tapage. Et ce tapage a beaucoup contribué à bouger les choses. Elle a été à ce moment-là très insultée, notamment par Henri Rousseau, qui passait depuis cette époque pour une sorte de gourou de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui ne consultait pas vraiment les dossiers, surtout pas les dossiers économiques, ou qui avait cessé de les consulter. Mais ça mettait les archives nationales dans une position tellement délicate que, sans donner le détail, ça a commencé à s'ouvrir. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur la collaboration. Et puis cette collaboration économique qui n'intéressait personne, elle a finalement, évidemment, elle a commencé à être éclairée par la sortie des archives françaises dans les années 1990. C'est au fond là-dessus qu'a été appuyée la première édition. Et quand vous travaillez sur les fonds d'occupation, et notamment, évidemment, quand vous travaillez sur les fonds de 1940, c'est-à-dire les fonds de l'été 1940, c'est-à-dire ceux de la défaite française écrasante, et d'une défaite française qui s'accompagne évidemment de contacts entre les dirigeants français et les dirigeants allemands, et notamment les dirigeants économiques et de part et d'autre. De quoi vous rendez-vous compte? Mais qui se connaissent, et qui se connaissent même très bien, qui se connaissent même tellement bien que ça fait des années qu'ils travaillent ensemble. Alors, je vais revenir à la problématique de mon ouvrage, qui est une problématique au départ en quelque sorte de gradation des stades de la collaboration. Ce qu'expliquent mes collègues, je dirais, qui ont toujours pignon sur rue, alors que je n'ai toujours pas, au bout d'une quarantaine d'années, ce même pignon sur rue médiatique. Ce qu'expliquent mes collègues, c'est que, oui, bien sûr, la France a travaillé pour l'Allemagne, mais elle a travaillé contrainte. Et elle a travaillé contrainte par ce terrible État autoritaire de Vichy, avec non seulement Pétain, mais l'abominable Laval, ce personnage particulièrement répugnant qui aurait forcé la collaboration économique. Alors, mes collègues avaient à la bouche un exemple frappant, qui est un exemple que j'analyse de près, et qui est l'exemple spectaculaire de la cession totale aux Allemands, négociée à partir de l'été 1940, des mines de bore, qui sont des mines de cuivre, sises en Yougoslavie, la Yougoslavie ayant été
une sorte de satellite de la France victorieuse en 1918, tout comme, je dirais, tous les pays qui sont sortis grâce à la victoire française, victorieux de leur conflit avec les empires centraux, c'est-à-dire de la même catégorie que la Tchécoslovaquie, qui avait été purement et simplement fondée sur la victoire française, puisqu'il n'y avait pas de Tchécoslovaquie avant 1918, il n'y avait que des possessions de l'Empire austro-hongrois, la Roumanie qui avait été considérablement développée par la victoire française, la Pologne qui avait même été créée grâce à la victoire française. Eh bien, je me suis aperçu que tous ces gens se connaissaient et que on avait fait affaire depuis très longtemps. Et que c'était complètement antagonique avec la thèse que Laval aurait pu forcer la main sur la banque Mirabeau et le groupe Champin pour vendre cette espèce de caverne d'Ali Baba, parce que c'était extraordinaire les mines de bord. Hein. Ça assurait à la France non seulement sa couverture totale en cuivre, totale, mais ça lui assurait des gains considérables d'exportation. Donc, mes collègues avaient expliqué, avant que je ne me saisisse du dossier sur la base des sources, que ça, c'était absolument la faute de Laval. C'est Laval qui avait obligé les groupes. Bon, alors, je me suis bien entendu aperçu que la chronologie était complètement contradictoire avec ça. Et à partir du moment où vous vous apercevez que tous les dossiers sont du même acabit, ben vous êtes bien obligé de faire systématiquement la recherche d'une part ce qui s'était passé entre 40 et 44, d'autre part ce qui s'était passé avant. Et alors là, ça vous donne une problématique qui, dans les années 1990, du début de l'ouverture des fonds d'occupation, ça vous donne une problématique qui était devenue complètement incompatible avec la problématique de ce que j'appelle l'historiographie dominante. Parce que l'historiographie dominante est dominée par des historiens très célèbres, enfin qui ont encore aujourd'hui, je dirais, malgré leur retraite, des positions médiatiques très fortes. Je pense à des gens comme Henri Rousseau, qui dirigeait le centre contemporain qui était supposé le spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens ont affirmé que non, c'était une contrainte de Vichy. Bon, alors moi j'ai regardé les fonds allemands, j'ai commencé à regarder les fonds français puisqu'ils s'en libéraient quand même un peu, et je me suis rendu compte que non. Il n'y avait pas eu de contrainte. Il n'y avait pas eu de contrainte, même, je dirais, sur l'élément de base de la collaboration. Je dirais d'ailleurs le seul élément qui était pris en compte par mes collègues, c'est-à-dire ce que j'appelle dans mon livre le premier stade de la collaboration, les commandes. Puisqu'on nous avait expliqué qu'il n'y avait qu'un client. Qu'est-ce que vous faites quand il n'y a qu'un client? Vous servez le client. Et moi, en regardant les fonds, je me suis rendu compte que pas du tout. Parce que il n'y avait pas qu'un client, et puis le client, n'entrons pas dans les détails, mais le client, ça faisait des années qu'on le servait. Ça faisait... Je ne vais pas remonter à l'avant-guerre de 14, mais ni même à la guerre de 14, parce que tous les courants n'avaient pas été abolis, mais on le servait de manière tout à fait courante depuis les années 1920. Et que, quand les Allemands arrivent en France, en 1940, après une victoire éclair, parce qu'on croit que ça a duré quelques semaines, mais en fait, ça n'a pas duré beaucoup plus que pour la Pologne. Hein. Quelques jours, du coup. Alors ça a duré maxi 3 jours. C'est-à-dire qu'ils entrent le 10 mai, Kunziger ouvre Sedan le 13, et que, boum,
La défaite est acquise à ce moment-là. Hein, j'entends pas dans le détail puisque je l'ai traité dans des ouvrages sur les années 1930. Mais donc, la défaite acquise, les Allemands arrivent, habitués qu'ils sont. Alors maintenant, ils sont sous l'uniforme militaire, ils appartiennent tous au service, pour ceux dont je parle ici, au service économique de l'administration militaire en France. Je l'ai dit, ce ne sont ni des prolétaires, ni des employés, ni même des fonctionnaires à l'origine. Ce sont parfois d'ailleurs des hauts fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui sont directement liés aux affaires financières, aux groupes industriels et bancaires qu'ils représentent en France. Et certains d'entre eux, on va citer juste un, qui s'appelle Richard Hemen et qui est le chef de la session de Wiesbaden, de l'administration, je vais retrouver le nom, de la commission allemande de Wiesbaden. C'est quelqu'un qui était haut fonctionnaire au ministère de l'économie du Reich et qui, depuis des années, discutait avec les Français, avec les dirigeants économiques français, de tous les marchés. C'est-à-dire des marchés de fer, des marchés chimiques, de tout. Bon. Ils se connaissaient, ils étaient même très familiers. Bon. Alors ce sont ces gens qui viennent là. Et puisque j'aborde le premier stade, le stade des commandes, comment ils font ? On a des commandes en cours. C'est-à-dire que on a soit des contrats à échéance, soit des contrats encore en cours, et puis qu'il va falloir évidemment proroger. Et bien voilà, ils viennent discuter de ça à partir de juillet-août 1940 à Paris ou ailleurs. Donc les commandes. Alors me direz-vous, bah oui, les commandes forcées. Hein, puisque les Allemands, ils se sont fait céder par l'abominable Vichy, par l'armistice du 22 juin 1940, la disposition d'une partie considérable du territoire. Et puis en plus, puisque c'est la France du Nord, je dirais d'une partie qui est particulièrement décisive pour la base industrielle. Il y a le charbon, il y a le fer, enfin tout ça, voilà, c'est à la disposition des Allemands. Oui, mais quand ça n'était pas à la disposition des Allemands, les contrats avaient été conclus. Bon, et comme à partir de la fin des années 90, vraiment les fonds des années d'entre-deux-guerres ont été ouverts. Alors là, j'ai tout compris. C'est-à-dire que j'ai découvert, ça a été l'origine évidemment de mes ouvrages sur les années 1930, et en fait sur l'entre-deux-guerres, qu'on n'avait pas arrêté de traiter ensemble depuis la guerre, et en particulier depuis la période de réconciliation officielle, je dirais entre 1924 et 1926, on était devenus des partenaires de première grandeur, essentiels. Et l'Allemagne était devenue un partenaire essentiel sur le plan industriel, naturellement. Hein. Elle avait une grosse sidérurgie, mais elle n'avait pas de fer. Elle s'était réarmée clandestinement d'abord, et puis moins clandestinement ensuite, mais elles étaient réarmées depuis 1919. Et par exemple, pour faire des avions, elle n'avait pas d'aluminium, il fallait bien qu'elle en achetât ailleurs, et elle en trouvait en France. Enfin, là encore, on ne va pas dévider le bottin, mais c'était vrai pour tout. Donc, ces gens discutaient depuis longtemps, ils prorogeaient les commandes. Alors, évidemment, ils ont discuté le bout de gras, hein, parce que, oui, non, vous vous rendez compte, vous n'allez pas nous augmenter ça de 50%. Nous, des vieux clients comme ça, oh là là, dit un des représentants allemands, dites donc, si ça amuse les Italiens de vous vendre du gorgonzola à 2 fois le tarif, hein, c'est leur affaire, mais vous n'allez pas nous faire ça pour le fer, hein, vous n'allez pas nous faire ça pour l'aluminium. Bon. La période du Front populaire, elle n'a pas changé ça. Alors alors là, si on parle du Front populaire, évidemment, il faut parler des années 30, mais je dirais que c'est l'objet essentiel de ma démonstration des années 30.
le capital avait le grand capital français, parce que, ce qui est aussi un concept tout à fait discuté ou disputé. Le grand capital français avait établi ses projets avant même qu'une oreille prolétarienne ne bougeât dans les années 30. C'est-à-dire que les grands projets, notamment politiques, du grand capital français, ils datent des années 20. Ils datent notamment de la période de, me dit-on, depuis 25 ans, et même plus, ce qui n'existe pas, et même d'ailleurs plus de 50 ans, il n'existe pas parce que la synarchie n'existe pas, c'est-à-dire ce petit groupe qui avait décidé dans les années 1920 de faire comme les Italiens, et puis comme une grosse partie de l'Europe, et notamment l'Europe orientale, dont la France était un allié privilégié, hein, c'est-à-dire de réserver une poigne de fer d'autant plus impérative que les dettes privées étaient énormes, mais les dettes couvertes par l'État, et que les dettes couvertes par l'État pendant la guerre mondiale, la première, il fallait bien que quelqu'un les payât. Et si ça n'était pas le capital qui payait, c'était la population. Donc, tout ça remontait. Je dirais que, vous savez, ceux qui font du tricot et qui savent ce que c'est qu'un écheveau de laine, ils comprennent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand vous saisissez un fil et que vous tirez, et vous arrivez au bout du fil et vous voyez que les choses ne correspondent pas du tout à ce à quoi vous vous étiez attendu. Donc, quelles contraintes sur les commandes? C'était les mêmes qu'avant. On a juste discuté le bout de gras. On a discuté, hein. Mais on était entre gens de bonne compagnie et il était indifférent aux Allemands, après tout, de payer assez cher, parce que de toute façon, ils ne payaient pas. Alors ça, il faut le savoir tout de même, hein. L'Allemagne a pillé la France de près de 1000 milliards de francs, pardon, de 1940 à 1944, dont à peu près les 3/4 en frais d'occupation, versés tous les jours, et augmentés substantiellement d'ailleurs avec l'occupation de la totalité du territoire à partir de novembre 1942, hein, parce qu'il faut se rappeler que la France, il y a une France de la zone occupée, et puis à partir de novembre 1942, toute la France est occupée. Et donc, que cette France totalement occupée, en fait, eh bien, elle avait fonctionné, je dirais, de la même manière avant qu'elle ne fût totalement occupée, avant qu'elle ne fût occupée, et encore plus avant qu'elle ne fût entièrement occupée. Donc, Vichy n'avait pas forcé qui que ce soit. Alors, quand vous regardez le détail, vous vous rendez compte que Vichy, l'État, l'administration, exerce d'autant moins une contrainte que tous les contrats se font en dehors de Vichy. Alors bien sûr, il faut que des hauts fonctionnaires de Vichy paraphent. Il y en a un, très célèbre, il est devenu très célèbre comme grand gaulliste. C'est Maurice Couve de Murville, qui est le deuxième personnage des finances de France, inspecteur des finances comme il se doit. Et cet inspecteur des finances, jeune et fringant et efficace et capable, il est mis là dans un poste où il est appelé à souscrire, puisque Vichy doit souscrire à tous les stades des relations économiques. Les commandes, les cartels, les cessions de titres, les associations de capitaux, tout. Et il est là, dès l'été 1940, après divers postes, et ce Couve de Murville, deuxième personnage de l'État, me dira-t-on, est-ce que c'est lui qui les a forcés, comme Laval? Pas du tout.
À ceci près, il faut le dire que c'est un État, sinon particulier, c'est un État sur lequel la mainmise du capital, qui était déjà considérable avant l'occupation, s'alourdit. Pourquoi? Parce que, avec la dictature vichiste, et la dictature sur la masse de la population, pas la dictature sur les grandes entreprises, avec la dictature de Vichy, on assiste à une nouvelle intensification du poids du grand capital sur l'État. Je me fais comprendre. Le grand capital régissait l'État avant-guerre. Pour éviter d'entrer dans des détails, on se rappellera que à partir de la fondation de la Banque de France, c'est-à-dire un 19e siècle même pas amorcé, hein, par Louis-Napoléon Bonaparte, qui est censé tout de même récompenser les financiers de son coup d'État du 18 Brumaire, avec la Banque de France est à la tête de la France. Et comment elle est à la tête de la France? Elle l'est parce que elle consent à l'État, banque privée, association de banques privées, elle consent à l'État les avances qui sont nécessaires à la vie de l'État. Si la Banque de France n'est pas contente de l'État, elle lui refuse ses avances, ce qui n'arrive pas souvent parce que il y a rarement, vous savez, sauf les révolutions, hein, qui n'arrivent en général qu'une fois, voilà, et quelquefois pour de bon, il ne se passe pas grand-chose. Alors, d'abord, il faut le savoir, la France a connu une dictature de la Banque de France, et d'ailleurs, même si elle a l'air de ne plus exister de ce qui a fait la Banque de France, depuis la fondation de la Banque de France. Bon. Mais, quel que soit le régime, hein, qu'il soit monarchique, impérial, républicain, la même chose. Comment ça se mesure? Il n'y a pas un gouvernement, à l'époque, je ne parle pas des monarchies, mais à l'époque parlementaire, il n'y a pas un gouvernement qui ne se présente pas avec son ministre enfin, un chef de gouvernement pressenti qui ne se présente pas avec son chef de gouvernement à la Banque de France, en lui disant ce qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va pratiquer l'austérité financière. Ça veut dire quoi en bon français? Il va tenir tous les salaires, tous les revenus qui ne sont pas ceux, je dirais, des milieux représentés par la Banque de France, à la trique, et puis pour le reste, il laissera la liberté. C'est comme ça que ça s'est fait. Je sais bien que c'est quelque chose que mes collègues ne racontent pas, mais je peux vous dire, puisque j'ai longuement consulté les fonds de la Banque de France et notamment son conseil général hebdomadaire, qui est pourtant, je dirais, très certainement très censuré par rapport à des documents qui, eux, ne sont pas communiqués, aux documents du gouvernement de la Banque de France, hein, qui est moins large que le Conseil général de la Banque de France. Rien qu'avec ces dossiers, vous vous rendez compte que, à l'époque démocratique comme à l'époque dictatoriale, la Banque de France est l'organisme dirigeant de la vie française. Bon, alors cette Banque de France emplit d'inspecteurs des finances, parce que qu'est-ce que c'est qu'un banquier? Depuis qu'existe l'école libre des sciences politiques depuis 1870. Avant, les banquiers ne se recrutaient pas ainsi, mais enfin, je dirais que ça leur a assuré un recrutement de qualité. On fabriquait à l'Institut d'études politiques des inspecteurs des finances, et tous ces inspecteurs des finances, soit qu'ils restassent au service théorique de l'État, à des fonctions éminentes au trésor, au budget, soit que le plus souvent, ils rejoignissent plus ou moins vite, et quelquefois très vite, les banques privées, ils étaient tous inspecteurs des finances. Donc ce qui régit la France,
ce sont les inspecteurs des finances. Et ce sont les inspecteurs des finances dont une partie toute petite est à la tête des institutions, en apparence des administrations, y compris des administrations financières, hein, le budget, le trésor, et ce sont des banquiers. Et vous savez qu'on parle beaucoup des portes à battants, là, des portes qui se communiquent, là, les revolving doors. Depuis quelque temps, les revolving doors, moi à l'époque que j'étudie, c'est-à-dire à l'époque contemporaine, disons depuis la Première Guerre mondiale, c'est quand même le plus fréquent. Le plus fréquent, enfin c'est tout le temps. Hein. Bon, on appelle le pantouflage. Voilà ce qu'on appelle le pantouflage. Et d'ailleurs, Couve de Murville lui-même est un exemple de non-pantouflage. Il est entièrement lié à la banque, à la haute banque protestante. Mais lui, il est resté, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sous Vichy, en gros, lui est Boutillier, qui est ministre des Finances de 1940 à 1942, jusqu'au retour de Laval. Mais un Boutillier qui a été de fait pratiquement déjà ministre des Finances sous Reynaud, hein, c'est-à-dire à partir de mars 1940, ces gens-là font la loi. Ils font absolument la loi, ce que les Français ne savent pas. Ce que certainement les Français, ces temps-ci, perçoivent un peu de temps en temps. C'est-à-dire quand on leur dit qu'il y a un ou deux ministres qui sont vraiment très, très, très riches et qui n'aiment pas l'impôt, ils doivent quand même se dire que, c'est curieux ça, ils ont des postes décisifs, tout le monde se rend compte que le ministère des Finances est le ministère décisif, mais comment se fait-il qu'ils soient si riches? Et s'ils sont si riches, pourquoi est-ce qu'ils trouvent que les salaires sont toujours trop élevés? Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui, en général, est tout à fait caché à la population, puisque la population lui raconte autre chose, et on lui fait très peur, mais ça l'empêche de voir ce qui se passe à la tête de l'État. Donc je reviens à mon Couve de Murville, qui est un cas passionnant, parce que passer de deuxième personnage de Vichy, je dirais même le personnage essentiel, parce que lui, il ne bouge pas de 1940 à mars 1943, où il va à Alger pour rejoindre Giraud, et puis comme ça se passe mal pour Giraud à Alger, il est obligé de rejoindre De Gaulle, et il devient, comme on le sait, un gaulliste très conséquent. Il faut bien le dire d'ailleurs qu'il a été un ministre des Affaires étrangères au retour de Gaulle, qui a été gaulliste, hein. C'est incontestable. Bon. Et donc, Couve de Murville, il est là. Est-ce qu'il est responsable d'un contrat? Non. Aucun. Ni d'un contrat de premier niveau, ni de deuxième, ni de troisième, ni de quatrième. Il avalise ou il n'avalise pas. Bon. Et pourquoi est-ce que j'ai renoncé à parler de la collaboration avec Vichy? Parce que je me suis aperçu que ces gens qui investissaient déjà l'État, qui contrôlaient la société, mon Dieu, ces gens, ils étaient maintenant en partie directement dans les ministères, les premiers des ministères. C'est-à-dire qu'ils étaient nommés ministres. Or, vous le savez bien, en France, ça a été quand même assez rare jusqu'à ces dernières décennies que nos hommes politiques, nos chefs de l'administration au sens plein du terme, de l'exécutif, ça a été assez rare qu'ils soient en même temps banquiers et industriels. Or, c'est ça que crée Vichy. C'est les industriels, j'entre pas dans le détail, évidemment, c'est décrit là, c'est décrit dans d'autres livres, c'est-à-dire que vous avez, dès juillet 1940, tous ces gens qui ont préparé l'avenir allemand, qui sont nommés ministres. Ils ont tous les postes économiques. Plus des postes pas économiques. Tout. En particulier, d'ailleurs, même les postes de répression, qu'occupera à partir de juillet 1941 une pure et simple créature de la Banque Worms et de la sidérurgie, c'est-à-dire Pierre Pucheux,
Il devient ministre de l'Intérieur, mais ce jeune homme, ancien normalien qui parlait bien l'allemand, ancien normalien germaniste, avait été recruté en 1925 par la sidérurgie pour diriger son comptoir sidérurgique. Et pourquoi il avait besoin de parler beaucoup l'allemand? Eh bien, ma foi, de parler bien l'allemand, parce que le fer français, signer des contrats, il allait en Allemagne. Alors, on a une situation relativement nouvelle, et que je savais bien qu'il y avait des ministres qui étaient des banquiers, mais dans un premier temps, tant que les dossiers français de l'entre-deux-guerres n'étaient pas libérés, c'était très difficile de mesurer exactement ce qu'avait été le rôle de ces personnages. Donc ils sont tous dans le ministère. Ils sont finance, ils sont en production industrielle, ils sont partout. Et puis les ministères qui n'occupent pas sont occupés par leurs créatures. Alors j'ai l'air là d'être un petit peu polémique. Quand je parle de créatures, je parle de personnes qui dépendent entièrement du financement et de l'aval de ces milieux économiques. Alors comme j'ai dressé la nomenclature de cette affaire dans les livres sur les années 30, évidemment, je n'y reviens pas ici. Ce que je montre donc d'abord, c'est que non, pas de contraintes de Vichy. Alors, d'autant moins de contraintes, et je ne suis qu'à la première opération, que ce sont des contrats anciens, que Vichy, j'allais dire, des éléments qui ne sont pas directement banquiers à Vichy. Je pense par exemple, à partir de septembre 1940, à Hunziger, qui nous a ouvert l'Allemagne en lui ouvrant, qui a ouvert notre territoire à l'Allemagne en lui ouvrant Sedan, comme on sait. Sedan, c'est comme Sadova pour la Bohème-Moravie, ça vous ouvre le pays entier. C'était un général français? Oui, Hunziger, oui. Donc d'ailleurs le gendre est un Sané est un synarque de haut rang, de cette synarchie toujours qui n'existe pas. Donc Hunziger, qui a commis au sens propre, au sens juridique du terme, une véritable traîtrise contre la France, est nommé le 6 septembre 1940, après avoir dirigé les négociations, si je peux appeler ça comme ça, les tractations de Rotonde. Il est nommé donc et avoir dirigé la mission de la partie française, la mission de Wiesbaden. Il est au ministère de la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit au ministère de la guerre? Il dit ce que disent tous les hauts fonctionnaires. Bon, tout de même, il faut prendre des précautions. Il faut notamment avoir des contreparties. Alors les commandes, oui d'accord, mais on va demander des contreparties aux Allemands. Bon, alors je n'entre pas dans les détails. Les contreparties, alors théoriquement, les Allemands qui prennent tout, il faut quand même qu'ils donnent quelques petits éléments pour qu'on puisse fabriquer pour eux. Ben non, parce que c'est pas de chance. Dans les contrats privés, ils sont pas contractuels, ces éléments de garantie. Vous savez ce que c'est qu'un contrat? Alors, vous passez un contrat sur les quantités d'aluminium, d'alumine, de fer, et puis vous mettez à côté, alors l'État dit, il nous faut des contreparties. Bon, Hunziger demande des contreparties. Quelles contreparties? Vous allez nous livrer tel sous-produit pour qu'on puisse pour qu'on puisse vous fabriquer du fer. Bon, mais ça c'est pas dans le contrat. Donc les firmes privées, elles ont passé des contrats. Quelquefois il y a un petit avenant tout à fait trognon, mais il n'est pas contractuel. Et quand l'État casse les pieds aux entreprises, qu'est-ce que les entreprises répondent? Oui, c'est pas dans le contrat. Et les Allemands disent, mais dites donc, on n'a rien signé du tout. Donc, Vichy a été un frein nul, mais un frein quand même. Je veux dire, les non-banquiers de Vichy. Bon, mais ça n'a même pas marché pour les contrats. Alors, vous me direz, oui, mais quand même, il y avait la zone occupée.
comment ne pas contracter que les Allemands, puisque la zone occupée, c'est une zone entièrement à disposition de l'Allemagne pour conduire la guerre. Alors vous me direz d'ailleurs officiellement pour conduire la guerre contre l'Angleterre. Mais est-ce qu'il est très vraisemblable, une fois l'échec de la guerre aérienne enregistrée au deuxième semestre 1940, est-ce qu'il est très vraisemblable, la Grande-Bretagne n'ayant pas été vaincue, et la Grande-Bretagne disant qu'elle combat toujours, est-ce qu'il est très vraisemblable que l'Allemagne ait besoin de tant de choses pour la seule Angleterre qu'elle a finalement renoncé à écraser, n'est-ce pas, à partir de l'été 1940. Non, il doit y avoir autre chose. Alors, sur les commandes, c'est pas compliqué. À partir de 1940, les contrats prévoient que l'industrie française, pour ne pas parler, l'industrie française et le financement bancaire français sont affectés exclusivement aux besoins allemands. Exclusivement. Ça veut dire de la part des banques qu'elles abandonnent tous leurs clients, j'allais dire exclusivement français. Abandonnent, purement et simplement. Bon. Alors, il y a évidemment cette règle-là des commandes, et puis me direz-vous, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez dans en zone occupée? Ah bon? Mais pas du tout. Parce que qu'est-ce qui se passe depuis l'été 1940? C'est que la zone occupée, certes, est fournisseuse, mais on n'a pas d'industrie que dans la zone occupée en France. On en a en zone dite libre ou non occupée. Et je montre que dès la fin, dès l'automne 1940, et ce évidemment de manière continue jusqu'en 1944, toute la zone dite libre est entièrement au service de l'Allemagne et volontairement. Et comme mes hypothèses et affirmations ont toujours été très discutées par ceux qui n'allaient pas regarder les dossiers mais qui avaient beaucoup de choses à dire et qui avaient en quelque sorte autorité académique, j'ai été obligée évidemment d'être très précise. Et donc j'ai étudié secteur par secteur, ou presque, comment la France a laissé régner, la France du capital financier a fait régner l'Allemagne sur la totalité du territoire français à partir de l'été 1940. En 1941, la zone libre travaille pour l'Allemagne. Secteur par secteur, alors c'est vrai, il y a des secteurs, je ne dirais pas plus spectaculaires que d'autres, mais plus connus que d'autres. Et il se trouve que la notoriété a été plus grande, pas en ce qui me concerne, mais enfin en ce qui concerne le cas, pour par exemple les entreprises automobiles qui, à partir de 1940-41, travaillent à 100% pour l'Allemagne. Pas 90, 100. Au point d'ailleurs que les automobiles de tourisme soit sont entièrement vendues pour ce qui existe éventuellement aux Allemands, ont vendu si je puis dire, soit elles sont ferraillées. Elles sont, enfin, disons que entre l'approvisionnement de luxe des Français intéressant et celui surtout des Allemands, pardon, ce qui reste de véhicules non militaires est affecté aux Allemands. Alors c'est très très drôle parce que 100% pour l'économie de guerre allemande, et puis c'est pas la Croix-Rouge s'interprète, c'est l'économie de guerre allemande, c'est clair. C'est d'autant plus clair que les firmes n'ont plus le droit de fabriquer de véhicules de tourisme, mais seulement des camions. Toujours contre l'Angleterre, les camions. Alors, pourquoi des camions? Préparer la guerre à l'Est. Voilà. Pourquoi des camions? Alors, pourquoi des camions et qui livre des camions? Je répète, à partir de 1940.
Alors, c'est d'autant plus drôle que c'est évidemment l'essentiel de mon travail sur les années 30. Dans la période antérieure, le capital financier a absolument détesté le réarmement. Mais détesté. Il l'a haï. Au point, disait Pertinax, le meilleur, certainement, le meilleur journaliste de politique extérieure, très réactionnaire d'ailleurs, je dirais, l'équivalent des meilleurs journalistes de l'humanité, analystes de la politique extérieure. Il avait fait l'analyse dans un ouvrage excellent que tout le monde devrait lire ou relire, qui s'appelle « Les Fossoyeurs ». Il avait fait l'analyse que les marchands de canons ne rêvaient plus depuis les années 1930 que de ne pas produire de canons. Donc il n'aimait plus l'armement. Pourquoi il n'aimait plus l'armement? Parce que tout le monde adorait l'armement, mais l'allemand. Pourquoi l'allemand? Parce que l'allemand était d'un rémunérateur extraordinaire, parce qu'il reposait sur l'emprunt. Et l'emprunt privé. Et l'emprunt privé contracté depuis le plan Dawes de 1924, puis le plan Young de 1929, tous deux plans américains, parce que ces emprunts avaient été contractés dans le cadre de ces plans, et qu'ils étaient plus rémunérateurs que n'importe quel emprunt. Voilà pourquoi, je dirais, le monde capitaliste entier avait financé le réarmement allemand depuis au minimum, je dis bien au minimum, parce qu'il avait commencé en 1919-1920, depuis au minimum 1924. Donc les banquiers français notamment préféraient prêter à l'Allemagne bien sûr, parce que produire des armes pour... ma foi, ils préféraient, si ça rapporte plus, c'est exactement comme la crise de 1935 dans le Nord, où la population est particulièrement chatouilleuse, j'allais dire, depuis un moment, et notamment, évidemment, à l'occasion de la Première Guerre mondiale, parce que quand en 1935, ils se sont aperçus que les grands patrons du Nord envoyaient à tire-larigot des textiles, des produits de l'industrie d'armement, etc. aux Allemands, ça a fait très mauvais effet. Mais ça, c'est la réalité de la France des années 1930. Et donc, on se retrouve avec, bien entendu, non seulement une disposition totale allemande de la zone occupée, mais de la zone non occupée, sur tous les terrains. Et alors, me direz-vous, c'est Vichy qui pousse. Comment c'est Vichy qui pousse? Tous les contrats sont hors Vichy. D'ailleurs, c'est d'une simplicité héroïque. Yves Bréard de Boissangé, qui est vraiment, je dirais, un des instruments directs comme Boutillier de la synarchie de la Banque Worms. Alors Boutillier, c'est une caricature. Boutillier, le ministre des Finances de Vichy, il passe tous les jours un coup de téléphone à la Banque Worms pour prendre ses consignes. C'est pas moi qui l'invente, c'est les renseignements généraux de la Sûreté nationale, qui sont une institution tout de même assez sérieuse, quoi que disent mes collègues sur les bas-fonds des archives policières. Donc, eux-mêmes, c'est, si je ne m'abuse, Bréard de Boissangé, c'est Bréard de Boissangé ou tel autre qui dit, c'est pas compliqué, moi je connais, Vichy ne connaît pas 10% des contrats passés. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Tellement ils sont privés. Bon, tout est privé. Et pour ce qui doit être ratifié par l'État, il faut trouver ces hauts fonctionnaires qui vont ratifier. Ben, on les a trouvés, hein, inutile de vous dire. Donc, les commandes, avec évidemment, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, mais tout est pareil, hein, quelque chose qui a eu beaucoup de notoriété ces dernières années, parce que les héritiers de Renault se sont mis en tête qu'il fallait que l'État leur remboursât tout ce qu'ils n'avaient pas déjà remboursé, parce qu'il faut se rappeler que les héritiers ont touché toute la fortune personnelle de Renault. Hein. Ils ont juste perdu
par la confiscation du 16 janvier 1945, la maîtrise de l'ancienne société anonyme des usines Renault devenue Régie Renault. Sinon, ils ont conservé toute la fortune immobilière, etc. Mais ça ne leur suffisait pas. Donc, dans les années qui ont correspondu d'ailleurs à la deuxième édition de mon bouquin, ils se sont beaucoup manifestés pour nous expliquer que vraiment il y avait eu un vol contre leur pauvre grand-père, d'ailleurs qui était pratiquement résistant. Alors le résistant que j'ai décrit dans les années d'entre-deux-guerres, tellement résistant qu'en 1935 il allait voir Hitler à la chancellerie du Reich pour lui demander de conclure un cartel avec l'industrie française, que l'industrie allemande contractait un cartel avec l'industrie française. Renault s'était fait notamment connaître, enfin la population française l'a pas su, mais les policiers l'ont dit, il s'était fait connaître parce que la drôle de guerre déclarée, avec la France qui attendait d'être envahie, j'entends la direction de la France qui attendait d'être envahie, pendant la drôle de guerre, il se promenait à travers les ateliers en hurlant la production de guerre, je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est les voitures de tourisme, la Juve A4, la Prime A4, bon, alors et c'est le même qui, à partir d'août 1940, les premiers 4 août, décide de laisser aux Allemands toute la disposition, évidemment, de la production, et notamment la production de chars, la production de chenilles de chars. Il y avait 2 ateliers dédiés, et alors le neveu, le hideux, fasciste de première grandeur comme son tonton, et qui est synarque depuis les origines, et qui est un rejeton de la banque Le Hideux, une des fondatrices de la synarchie en 1922, Le Hideux donc, est chargé de remplacer l'oncle qui a quand même été un peu trop explicite. Et qu'est-ce qui se passe le 4 août 1940 avec les responsables allemands? Il y a une réunion dans le cadre de laquelle Le Hideux dit d'accord, on vous fabrique tout ce que vous voulez, mais vous êtes gentils, vous nous officiellement vous allez être les administrateurs, les régisseurs de ces ateliers. Donc naît là la légende de la réquisition, vous allez nous réquisitionner ces ateliers. La légende de la réquisition allemande qui aurait permis les commandes. Et bien moi, de Renault à tout le monde, j'ai montré que de réquisition, il n'y a jamais eu besoin. Parce que ces marchés étaient tellement avantageux qu'il n'était besoin de recourir à aucune contrainte. Donc pour qu'il nous reste un petit peu de temps pour le reste, ce qui est arrivé aux commandes, et qui a fait de la France, si j'ose dire, une ruche au service de l'Allemagne, qui a fait que les chars sortaient des ateliers au mois d'avril, au mois de mai, livrés tout rôtis, donc avant le 22 juin. Hein. Tout le monde le savait, évidemment, que tout ça, c'était pas pour aller... On faisait pas des camions 3 tonnes 5 pour aller envahir l'Angleterre. Voilà. Et ben, ce qui est arrivé à Renault, c'est arrivé à tout le monde. Alors, on le sait pour le cas Renault, parce que les héritiers se sont fait remarquer, on ne l'a pas su assez d'ailleurs, parce qu'ils ont interdit la fameuse photo de Renault auprès d'Hitler au salon de l'auto de Berlin de 1939, hein, en disant que c'était de mauvaise foi, tout ça, et puis que ça venait de chez moi, de la première édition, et que tout ça n'était pas sérieux. Eh bien, les héritiers Renault, voilà, ils ont nié quelque chose que les archives, je dirais, rendent évident. Et ce qui a valu pour Renault a valu pour tout le monde. Alors il faut le dire, je dis bien pour tout le monde, hein,
Parce que tu parlais notamment de toute l'industrie automobile, donc il n'y avait pas que Renault. Bien sûr que non. D'autres constructeurs étaient non, il y a eu concernés. tous les constructeurs dont mes collègues ont expliqué qu'eux avaient été très vertueux, c'est-à-dire Citroën. Citroën, c'est-à-dire Michelin. Parce que Citroën est possédé par Michelin depuis 1935, qui a livré à 100%. Donc, Citroën, Michelin, Peugeot, Latil, enfin bon, c'est pas. Donc c'est Renault qui a été nationalisé en 1945 parce que c'était le plus gros ou le plus alors flagrant. D'abord c'était le plus grand, c'était le plus gros, c'était, il faut le dire, avec ses plus gros effectifs quand même, 35 000 ouvriers au début des années 1930, 20 000, et d'ailleurs la seule entreprise d'automobile qui, avec le STO, le service du travail obligatoire, n'ait même pas perdu d'effectifs, mais qui, ratissé par la crise, en était quand même à la vingtaine de milliers d'ouvriers, sans perdre un ouvrier, sans perdre d'effectifs. Et donc Renault était simplement l'entreprise la plus importante, la plus grosse, et celle qui fabriquait les 3,5 tonnes pour le front de l'Est. Et cette entreprise Renault, c'était, alors évidemment, avait aidé le fait que, ma foi, les relations familiales sont d'une grande utilité, avait été utile le fait que le neveu, jusque-là directeur général de la Société anonyme des usines Renault, François Le Hideux, avait été nommé à la tête du premier comité d'organisation industrielle fondé en vertu de la loi, ou dite loi, il n'y a aucune loi sous Vichy, il n'y a que des décrets, en vertu de la loi Barnault du 16 août 1940, avait été le premier des comités d'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'un comité d'organisation ? C'est la vieille organisation patronale, la chambre syndicale qui prend ce nom, et qui prend ce nom parce que le comité d'organisation est directement inspiré du modèle allemand des groupes industriels. Alors, je ne développe pas ici, c'est développé à loisir dans le livre, j'explique comment ils se sont... Tout a été explicité par les protagonistes eux-mêmes qui ont expliqué à quel point, évidemment, le modèle remarquable allemand leur avait été précieux pour changer l'organisation, modifier ou améliorer l'organisation industrielle de la France. Donc c'est comme il est à la tête du comité d'organisation de l'automobile, toute l'automobile. Bon, on ne fait pas quand même on n'est pas trop méchant pour les concurrents, mais évidemment, c'est Renault qui va se tailler l'essentiel. Alors il ne faut pas oublier d'ailleurs, c'est très intéressant sur l'époque et sur la suite, la firme Ford France, qui est une grosse filiale de Ford États-Unis, et qui a le droit tout de même à des prébendes importantes. Mais en 1941-42 est décidé le fait que Renault, qui est décidément l'entreprise décisive, la plus importante, etc., bénéficiera d'un taux de profit spécial de 12% du prix de revient, établi par Renault, et non contrôlé, alors que toute la très grande industrie a droit à 10, la moyenne à 8 et la petite à 6. Vous voyez, c'est une caricature, mais j'adore les caricatures des époques difficiles parce que elles permettent de comprendre les choses tellement mieux que quand elles sont recouvertes de ce joli vernis. Voilà, on a de la chance aujourd'hui d'ailleurs, on vit une époque du même ordre où il n'est plus nécessaire de se gêner. Alors les commandes, voilà, comment la France ruche l'a été je dirais jusqu'à l'été 1944, et quand je dis l'été 1944, c'est Renault en personne, présenté comme aphasique, gâteux, mourant, etc., et qui va mourir en 1944, mais pas du tout parce que les FTP l'ont martyrisé, assassiné. J'ai produit à cet égard toutes les pièces nécessaires, toutes les pièces
d'archives, et notamment d'archives policières nécessaires, Renaud, en personne, peaufine en juillet 1944 les usines souterraines qui, à l'exemple de l'Allemagne, instituées en France pour échapper aux bombardements américains, anglo-américains, et surtout à cette époque américains, pour échapper donc aux bombardements, se mettre sous terre en région parisienne. Ben, vous voyez, moi j'habite Le Pec, à côté là, à Carrière, il y en a. Okay. Voilà, partout. Bon. Et il s'en va vérifier jusqu'au bout, l'industrie a travaillé. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, les cartels, même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un cartel? C'était l'organisation, en quelque sorte, internationale de la concurrence internationale qui s'était dessinée de manière prédominante à partir de la phase impérialiste et du renforcement considérable du capital financier et qui avait caractérisé l'avant 14 et puis l'après 14. Alors les cartels, il n'y a pas des nouveaux cartels, il y a des cartels modifiés à la lumière, si j'ose dire, de la défaite française et de la victoire allemande, dans tous les secteurs. Les plus spectaculaires étant les renouvellements des cartels qui avaient donné lieu à la collaboration maximale d'avant-guerre ou la plus spectaculaire d'avant-guerre. Le cartel de l'acier, 1926, tout de même, c'est pas, hein, ouais, c'est pas les Allemands à l'Arc de Triomphe. Le cartel de la chimie, tout ça dirigé par les plus grands synarques qui n'existent pas et qui, pour ne citer que l'exemple du cartel de la chimie, sous l'égide de Kuhlmann et accordant, comme le cartel de l'acier, la part très très belle, la part majoritaire à l'Allemagne avant la guerre, très majoritaire, eh bien, les hommes du cartel, je pense notamment à René Duchemin, synarque de première grandeur et patron de première grandeur de la Confédération Générale du Patronat Français, etc., eh bien, René Duchemin et ses collaborateurs, dont Joseph Frossard, qui assure la collaboration chimique depuis 1919, avec les accords secrets conclus avec la première IG Farben, qui n'est pas encore une union de capitaux, mais qui est une union d'intérêts. Eh bien, donc, ce cartel de 1927, mais ensuite élargi, c'est un cartel dont Duchemin et ses collaborateurs demandent dès l'été 1940, de la défaite même pas encore consommée, la prolongation. Et quand les Allemands, qui, comme dit très bien un des grands responsables de la chimie de l'IG Farben, décident enfin de recevoir les gens de Kuhlmann, après les avoir fait mijoter dans leur jus pendant quelques mois, quand ils acceptent de les recevoir à Wiesbaden, c'est pour dire, très bien, on va maintenir le cartel de la chimie, dont vous nous demandez le maintien, mais dites donc, cette fois-ci, c'est nous qui sommes vainqueurs. C'est-à-dire qu'on aboutit à une situation tout à fait inverse et même aggravée par rapport à ce qui était arrivé, vous le savez, à Rotonde en 1919, où, ma foi, l'Allemagne avait dû aussi enregistrer sa défaite chimique, sa défaite industrielle après sa défaite militaire. Donc les cartels renouvelés à la sauce de la victoire allemande, c'est-à-dire évidemment améliorés au bénéfice de l'Allemagne. Pour toutes les grandes branches, les cartels étaient déjà conclus. Pour ne vous donner qu'un exemple que j'analyse dans mes travaux des années 30, les cartels métallurgiques et d'armement avaient, dans les années 1930, éliminé la Tchécoslovaquie de la sphère française et affecté la Tchécoslovaquie à la sphère allemande,
ce qui éclaire d'un jour singulier la cession de Škoda sur les brisées de la capitulation de Munich, puisque Schneider vend aux Allemands en décembre 1938, juste après Munich, le suprême bijou de la tutelle française sur la Tchécoslovaquie, de la tutelle de ceux que, dans son extraordinaire article de la fin 1943, consacré à la préface par Pétain du livre de Chauvineau, du général Chauvineau, formateur de l'école de guerre, sur la défensive française qu'il faut pratiquer, cet article de Bloch explique que parmi les responsables de la défaite de la France et du sacrifice de nos alliances, il désigne là l'alliance britannique, qui n'existait pas beaucoup, il faut bien le dire, comme je l'ai montré, et l'alliance soviétique, qui n'a pas existé non plus, bien que la Première Guerre mondiale eût démontré son efficacité. Donc, lorsque Bloch analyse la contribution, la responsabilité industrielle la responsabilité de l'industrie française dans la défaite, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de l'attitude d'abandon des industriels du Creusot. Eh bien, les industriels du Creusot, c'est Schneider, le symbole des marchands de canons qui ne voulaient plus vendre de canons, mais qui préféraient négocier leurs produits à l'Allemagne, qui payait très bien. En l'occurrence, désormais, j'allais dire, en partie aux contribuables français qui payaient très bien. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je le précise, les Allemands, même si ça donne lieu à des tractations évidemment qui se traduisent par des dépenses pour les groupes allemands, l'État allemand, lui, ne paie rien, puisque, je le répète, tout est gratuit dans la France occupée pour les Allemands. Soit par le clearing, à peu près le quart des dépenses allemandes, c'est-à-dire théoriquement une procédure de troc qui permet d'échanger des produits français contre les produits allemands. Mais le clearing, il ne mène qu'à un échange à sens unique pendant la guerre. Donc soit par le clearing, soit par les frais d'occupation. Qui sont une sorte de tribu, c'est ça que... c'est un tribut, payer la France, purement et simplement. D'ailleurs, Couve de Murville, qui ne manque pas d'humour, qui est toujours très distingué, fait un jour remarquer à un Allemand en 1941, oui, d'accord, et on n'est pas encore en 42, il leur dit, oui, mais avec ce que vous nous prélevez, hein, et on va passer à plus, on va passer de 400 à 500 millions par jour en novembre 1942, avec ce que vous nous prélevez, vous avez de quoi nourrir ici plus de 10 millions de soldats. Mais les plus de 10 millions de soldats, c'est pas ici qu'ils sont. À l'époque où il en parle, c'est en Union soviétique. Vous le remarquerez d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne traite pas, mais qui est très intéressant sur l'histoire à long terme des relations franco-russes. C'est que la France a joué dans la Deuxième Guerre mondiale un rôle absolument essentiel pour assurer l'efficacité de l'économie de guerre en Union soviétique. Il faut le dire, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Et c'est vrai que la conjoncture actuelle nous incite tout de même à, je dirais, quelques comparaisons sur le long terme. Donc, j'en étais au cartel, qui n'était tout de même pas de la dernière pluie, hein, bien qu'on en contracte des nouveaux, voilà. Mais pour l'essentiel, je le répète, ce sont des cartels anciens qui sont simplement améliorés au service de l'Allemagne. Quand ils sont, c'est absolument exceptionnel qu'ils soient maintenus. Je ne connais qu'un cas, il est marginal. Et donc, qu'est-ce qui nous reste?
il nous reste les cessions de titres. Alors ça, évidemment, on me dira, on n'a pas tellement parlé des banques. Ben si, qui est-ce qui théoriquement finance? Qu'est-ce qui finance les contrats? Les banques. Si j'en ai parlé quand même, puisque j'ai dit qu'elles avaient abandonné tous leurs clients français. Dans toutes les opérations, les banques sont intéressées. Et en particulier pour les cessions de titres, puisqu'elles touchent les commissions, et puis pour les associations de capitaux, dans lesquelles elles peuvent être directement impliquées d'ailleurs. Bon, alors, on a les banques qui sont... Alors, les banques, ce qu'elles aiment, je dirais d'ailleurs comme le capital financier en général. Le capital financier est l'État. Il est l'État au sens où l'État est susceptible d'exercer sur la production une certaine tutelle. Ça, il déteste. Absolument. Mais il adore le financement d'État. Qui lui fait horreur quand ce financement d'État doit déployer un pognon de dingue pour améliorer l'ordinaire des misérables. Pour le reste, il adore. Et donc, que veulent les banques? Être garanties. Donc, il faut le savoir, c'est vrai les entreprises, c'est vrai les banques, il n'y a pas une opération qui ne soit garantie par l'État. Soit qu'il s'agisse de hauts fonctionnaires qui sont au service de la synarchie, soit qu'il s'agisse de synarques eux-mêmes qui sont ministres. Il n'y a aucune exception. Et évidemment, pour les cessions de capitaux, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ces manières de céder les bijoux de la couronne aux Allemands? Ben, où est-ce qu'on va d'abord, je dirais, céder les bijoux de la couronne aux Allemands? Dans la zone qui était la couronne de l'impérialisme français, c'est-à-dire l'Europe orientale. Or, l'Europe orientale, c'est un objectif direct, je dirais disponible sur place, de l'Allemagne. Soit qu'elle ait vaincu les pays concernés, c'est le cas de la Yougoslavie, qui n'existe plus d'ailleurs de fait dès 1939, enfin, qui est envahie en avril 1941. Donc, les Allemands veulent tout, comme ils disent, on veut tout. La Roumanie, où la France détient les pétrolières, et d'où vient le pétrole allemand pendant la guerre, certes, des transactions clandestines avec les États-Unis qui sont maintenues pratiquement jusqu'au bout, mais des transactions, enfin du contrôle direct des entreprises. Donc la France possédait une partie très importante avec les Anglais, avec d'autres, les Belges, les Suisses, mais surtout les Français, des pétrolières roumaines. Eh bien, je décris la cession des pétrolières roumaines. Je décris beaucoup de cessions, et des cessions d'importance. Je ne parle que des cessions d'importance. Hein. J'accorde une place évidemment à toutes les autres cessions, parce qu'on ne peut même pas imaginer la diversité des cessions. Elles n'ont rien à voir avec ce qu'ont dit mes collègues sur à peine, presque rien. Bon, ça a été énorme. Et alors, il y en a deux d'énormes. Mais alors vraiment énorme. Il y a la cession de la Banque nationale, des trésors de la Banque nationale de Belgique, que la Banque nationale de Belgique, c'est-à-dire de l'or de la Banque nationale de Belgique. Comme les Belges, comme le capital belge savait, et avait même préparé ça avec soin, que l'Allemagne occuperait la Belgique, et avait passé la décennie 1930 à imaginer la manière dont les choses se dérouleraient, et très bien préparé les choses, donc tout de même, la Banque nationale de Belgique, qui était tout de même partagée, je dirais, entre les influences allemandes déterminantes dans la décennie de crise, et puis les influences anglaises et américaines qui étaient très fortes. Hein, l'influence de l'Angleterre était décisive sur la Belgique. Enfin, bon, il y a eu une sorte de partage des tâches qui a été plus précoce qu'en France, hein, parce que une partie du capital belge était très très sensible
à l'appel atlantique. Bon. Mais, quoi qu'il en soit, la Banque nationale de Belgique, entre 1939 et le printemps 1940, avait évacué 200 tonnes d'or, la deuxième plus grosse réserve d'or. 200 tonnes d'or en France. Et qu'est-ce qu'avait fait la France? Elle avait évacué cet or avec son or. Les derniers chargements d'or, ils sont partis en mai 40, pour vous dire. Hein. Bon. Bah, ils étaient à Kayes, dans le Soudan français, en Afrique occidentale. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas sous le nez des Allemands. 200 tonnes d'or. Qu'est-ce qu'elle a fait, la France? Elle les a cédés à l'Allemagne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté de considérer la Reichsbank comme l'héritière de la Banque nationale de Belgique. Alors, je vous passe le détail qui est raconté. Hein. Je vous passe le détail, mais il est vraiment savoureux. Hein. C'est-à-dire 200 tonnes d'or qu'il fallait aller chercher en Afrique de l'Ouest, qu'il fallait aller rapporter à Marseille avec des camions qui traversaient le Sahara. Vous imaginez le cirque? Il n'y a pas un chargement qui ne se faisait pas sous le contrôle direct d'un représentant de la Banque de France. Il n'a pas manqué un centime. Hein. Enfin, il n'a pas manqué un louis. Rien. Il n'a rien manqué. Donc, qui s'en est occupé? Des tas de gens, dont Couve de Murville, qui a été chargé de la surveillance des voyages. 20 voyages d'octobre-novembre 1940, 20 voyages. Des odyssées. Même de temps en temps avec des accidents. Il faut voir comment la Banque de France s'est arrangée d'ailleurs pour que les victimes touchassent le moins possible. Car elle est d'une avarice sordide avec ses employés. Mais qu'il est difficile d'imaginer dans la période de Mann qui a caractérisé les profits bancaires, je dirais, de la crise à l'occupation comprise. Donc, Couve de Murville, en faisant très attention, comme il disait aux Allemands, parce que, ma foi, il y a des risques de bombardement, hein, a réussi cette surveillance admirable, de telle sorte que, au dernier chargement, qui, si je ne m'abuse, remonte à 19 mai 1942, la Reichsbank, déléguant les employés affectés à chaque fois à Marseille pour aller chercher le chargement d'or et le rapporter à Berlin, les représentants de la Reichsbank ont adressé leurs remerciements les plus expresses à cette remarquable organisation qui avait abouti à livrer à l'Allemagne 200 tonnes d'or. Je ne vous raconte pas les précautions, d'ailleurs tout à fait vaines parce que tout le monde savait de quoi il retournait, les précautions de la banque qui ensuite a essayé de Boissanger et compagnie, qui ensuite ont essayé de montrer que pas du tout, il y avait eu une contrainte abominable de la Reichsbank et qu'il avait fallu céder à cette contrainte. Ça ne trompait personne, puisque tout le monde savait de quoi il retournait, exactement d'ailleurs comme pour les dividendes et les intérêts des emprunts d'Oséyoun qui ont été versés rubis sur l'ongle en or jusqu'au dernier versement au moins provisoire, c'est-à-dire celui d'avril 1945, arrivé à Bâle, je dirais à quelques semaines de la fin de la guerre. Les versements allemands aux créanciers américains, privés, oui, aux créanciers anglais, français, américains, et les autres. Jamais un sou n'a été soustrait. Seulement, comme on a fait à croire aux Français que la pauvre Allemagne avait été liquidée par des réparations qu'elle n'a pas payées et que vraiment elle avait été tondue, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'était vengée. Personne ne sait rien, inutile de vous dire que l'historiographie dominante
n'a pas cherché la concurrence sur les 200 tonnes d'or, et que on peut se trouver seul sur un terrain et pourtant, je dirais, en détresse, puisque tout ça n'est jamais connu. Hein. Mais voilà, que les lecteurs français, je dirais des historiens pas raisonnables sachent, eux, ils savent ce qui est interdit à peu près à tout le monde. Donc, cession de titre, mine de bord yougoslave. Je vais juste raconter les mines de bord yougoslaves parce que, alors là, la banque Mirabeau et le groupe Champin ont fait des affaires qu'on ne peut même pas imaginer, à 35 fois le cours. Alors que les gisements étaient considérés comme tout de même un petit peu de rendement très décroissant. 35 fois le cours. Et pourquoi ces opérations, comme pour les associations de capitaux, ont été parfois retardées de quelques mois? Je vous le donne en mille, pour des raisons fiscales. Mais comme la direction des impôts, qui est toujours normalement un petit peu plus exigeante, s'est fait tordre le bras très aisément par la direction du Trésor et autres, par la Banque de France, tout ça s'est très vite arrangé et les groupes vendeurs, à 35 fois le cours, il faut savoir ce que ça veut dire, 35 fois le cours boursier, ont été délestés de leur inquiétude, c'est-à-dire que Couve de Murville a accepté qu'elle ne payasse point le moindre impôt, le moindre impôt supplémentaire, le moindre impôt sur la plus-value réalisée. C'est-à-dire que, est-ce qu'on imagine ce que c'est que le nirvana bancaire? Eh bien, l'occupation est une période de nirvana bancaire. On fait des profits fabuleux, on fraude le fisc, je dirais, de manière systématique, enfin ça n'était pas neuf. Hein. Je vais donner un seul exemple de la manière dont on fraude le fisc. Le Crédit Lyonnais reconnaît, il ne peut pas ne pas reconnaître, en 1945, ou 47, je ne sais plus, il reconnaît qu'il manque 120 millions d'accréditifs, c'est-à-dire de crédits qui ont été accordés à des achats d'œuvres d'art. Vous savez ce que ça veut dire, des achats d'œuvres d'art? C'est-à-dire, en fait, de la vente à l'Allemagne d'œuvres volées aux Juifs, à des collectionneurs juifs. 120 millions. Ils ne sont pas dans les comptes. Vous savez ce que c'est, 120 millions? C'est l'équivalent de la déclaration des profits d'une année du Crédit Lyonnais. Ça vous donne, rien que ça, une idée de ce qu'est la fraude, j'allais dire une fête, un festival de la fraude fiscale. Parce que non seulement ce sont des concessions fiscales, mais elles ne sont jamais suffisantes. Donc la fraude est évidemment systématique. Une manière simplement de dire, et je me bornerai là, que les gains phénoménaux de l'occupation sont absolument ignorés. On ne sait pas à quel tarif de marché noir, sachant que les Allemands disposent du droit de payer en billets de banque tous leurs achats, alors que Vichy a édicté depuis 1941 l'obligation du chèque. Comme les Allemands sont dispensés, vous imaginez bien, comme le chèque a représenté une connaissance de ce qui avait été réalisé. Naturellement, non. Alors, cession de titres, j'accorde un élément important, enfin une place importante aux cessions de titres arianisées, parce que ces cessions de titres ont permis aussi, enfin ont été une des manières d'arianiser, de supprimer aux Juifs la propriété de leurs cessions, et ça a même frappé les Rothschild,
sachant d'ailleurs que les Rothschild ont été remarquablement indemnisés au lendemain de la guerre, puisque à eux seuls, ils ont représenté la moitié des indemnisations accordées par l'État. Comme une partie très importante a été accordée à une autre entreprise juive très importante, des Ginsburg, c'est vous dire que pour la masse des petits juifs, il n'est pas resté grand-chose. Au sujet des défiscalisations accordées par l'État français dont tu parlais, je suppose que le grand public n'a pas été informé et que du coup l'État n'a plus besoin de justifier plus que ça. Bien sûr que non. Alors, il est quelque chose que j'ai oublié de dire, qui est énorme d'ailleurs, mais que je pourrais aussi bien, mais qui est très important pour les cessions de titres. Parce que je dirais que les cessions de titres, d'abord, il faut se rappeler que les cessions de titres avaient été systématiques depuis l'abandon par la France de la couronne de ses joyaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les firmes privées ont cédé tout ce qui leur appartenait en Autriche, en 1938, après l'Anschluss, et en Tchécoslovaquie, et partout ailleurs, parce qu'elle faisait la même chose en Yougoslavie en 39-40, voir ce que raconte Brugère dans Veni Vidi Vici de ce qu'il appelle les tractations secrètes des ventres dorés de la synarchie qui n'existe pas, c'est-à-dire la banque Worms qui, en 1939, quand il était ambassadeur, lui, à Belgrade, circulait en permanence auprès de l'émissaire de Göring Neuhausen et préparait toutes les sessions qui ont été achevées pendant la guerre. Donc là encore, on a des opérations de très haut niveau qui ont toutes commencé avant la guerre. Et d'ailleurs, pour la Tchécoslovaquie, on ne racle plus que les fonds de tiroir, tout a été fait. Il faut savoir qu'un des truchements de ces ventes a été tout de même un grand résistant, vraiment. C'est celui qui est devenu, à la Libération, le ministre des Finances de De Gaulle, Aimé Leclerc, grand résistant, grand résistant, qui était un haut employé, un haut cadre du groupement financier de Schneider, qui avait donc présidé aux premières sessions de 1938 et qui a achevé les choses en 40-41 avant d'être nommé à la tête du comité d'organisation des houillères et qui est devenu une sorte de résistant qui a été pêché par De Gaulle comme ministre des Finances. Donc c'est là que, sans s'exciter, on mesure ce qu'est la continuité. Ce qu'est la continuité du capital financier et ce qu'est la faiblesse insigne de l'État face au capital financier. C'est un mouton, l'État. Un mouton. Une véritable vache à lait. Parce que ces cessions de titres, elles étaient particulièrement compromettantes. Comme les ventes sans réquisition, auxquelles l'État inventait une réquisition. C'est que il fallait bien qu'elles eussent été réquisitionnées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'on a fait pour céder les titres? On a fait ce que la Banque de France avait exigé en 1939 de l'État républicain de Daladier, c'est-à-dire ce que la Banque de France avait obtenu, un accord secret non publié au journal officiel qui donnait à la Banque de France la garantie absolue en Espagne, alors que c'était la Banque de France qui détenait dans ses serres, dans ses réserves, l'or espagnol restant qui était à Lannemezan, près dans la région. C'est donc l'État qui a pris la responsabilité de prétendre qu'il avait exigé de la Banque de France
la cession, que la Banque de France n'était en aucun cas responsable et qu'elle ne pourrait être poursuivie à aucun titre pour cette cession. Eh bien, il faut le savoir, c'est une mesure républicaine jamais publiée au journal officiel qui a présidé à la réalisation de toutes les cessions de titres, lavant toutes les entreprises et banques cédantes de toute responsabilité. Qui paierait? L'État, puisqu'il était responsable. Et l'État, c'est qui? C'est le contribuable. C'est ainsi que la Banque de France, protestant avec une formidable vigueur contre la perte qui lui avait été occasionnée, quelle perte? À partir du rétablissement de la légalité républicaine, bref, à partir de la libération, il a bien fallu, en toute politesse occidentale, il a bien fallu indemniser la Banque de Belgique, hein, dont on avait cédé aimablement les 200 tonnes d'or aux Allemands. Alors qu'est-ce qui s'est passé en France? Eh bien, il faut le reconnaître d'ailleurs, Mendes France n'a pas voulu, mais Pleven a bien voulu. C'est-à-dire que, courant 1945, au printemps 1945, le très complaisant René Pleven, très complaisant à l'égard des États-Unis aussi d'ailleurs, le très complaisant Pleven a accordé à la Banque de France, pour cette cession volontaire, exigée par la Banque de France de l'État et couverte par un faux document, non publié au journal officiel de l'État français, exactement la même procédure que pour la cession volontaire de l'or espagnol, c'est-à-dire que Pleven a accordé ce qu'avait refusé Mendes, 10 milliards d'indemnisations qui ont été payées, je vous le donne en mille, par le contribuable français. C'était gagnant à tout coup, quel que fût le coût de l'occupation allemande. Et ce que j'ai dit pour les cessions de titres, qui sont, je dirais, l'élément presque le plus spectaculaire, vaut évidemment pour les associations de capitaux, qui avaient commencé avant la guerre et qui évidemment se sont déployées pendant. Et qui ont caractérisé... Alors, j'ai fait 2 chapitres là-dessus, c'est vrai que c'est des gros chapitres. Un chapitre chimique, parce que la chimie, c'est quand même la reine. IG Farben, c'est le royaume... La France, c'est le royaume de l'IG Farben de 40 à 44. Il faut l'avoir en tête parce que les associations de capitaux entre Kuhlmann et l'IG Farben sont des associations, c'est-à-dire, je rappelle, l'association depuis septembre 1925 de la BASF, Badische Anilin und Jourda Fabrik, de Bayer et de Hearst. Trois entreprises. Réfléchissons-y, on a l'idée évidemment d'y réfléchir quand on me lit, c'est-à-dire que tous les abandons chimiques définitifs des années 1970, c'est là qu'ils sont contractés. Finalement, entre 1927 et 1944, puisque les accords contractés par Kuhlmann qui aboutissent à la fondation de Francolor, qui est le symbole même de l'association des capitaux. 51% de capitaux IG Farben, 49% de capitaux Kuhlmann, c'est en quelque sorte la quintessence de cette association de cette association inégale de capitaux, là encore, qui n'achoppe quelques mois, jusqu'en même près d'un an, jusqu'à la fin de 1941, pour
pour le contrat définitif, mais les choses sont bien avancées pour le fonctionnement des usines, etc., qui achoppent simplement, là encore, sur des difficultés fiscales qui sont réglées par la bonne volonté de Couve de Murville. Couve de Murville, le berger des banques. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'être banquier soi-même. Il s'est contenté, Couve de Murville, de sa famille de banquiers, puisque on ne peut avoir été plus gentil, plus complaisant, plus généreux qu'il l'a été. Alors, je laisse de côté ici, parce qu'on a peut-être déjà passé beaucoup de temps, je laisse de côté la collaboration mondaine, qui évidemment a été considérable, mais que je dirais, je considère presque comme un Zakouski, mais que je traite bien sûr, et puis je montre bien comment tout ça n'empêche pas du tout le capital français d'être parfaitement conscient du rapport des forces. Et comment, là, je donne des opérations dont je dois dire à quel point elles sont indépendantes de cet abominable corrompu qu'est Laval. C'est-à-dire que ça n'est pas Laval qui a fait le moindre des contrats. Que Laval ait été récompensé pour sa bonne volonté, très certainement. On ne sait pas à quel niveau, mais Laval, je dirais, croulait sous l'argent. Croulait. Je crois qu'il avait accumulé, à la fin, quelque chose comme 300 millions. Ça doit faire 300 millions, ça fait plus de 100 millions d'euros d'aujourd'hui. Tellement il s'est fait gaver, mais il se faisait gaver depuis la Première Guerre mondiale. Donc gavé, il a été gavé. Il n'a jamais décidé d'un contrat. Et il faut le savoir, il est évincé le 13 décembre 1940, c'est-à-dire à une époque où les Français, le capital français, se dit que les Américains s'étant intéressés, on sait aujourd'hui à quel prix, pour l'Angleterre, s'étant intéressé au sort de l'Angleterre, l'Angleterre ne sera pas abandonnée. Et par conséquent, il faut s'occuper de l'avenir. Et puis il faut d'autant plus s'occuper de l'avenir que le blitzkrieg allemand, il échoue très vite. Il échoue dans les 3 semaines, au contraire de ce qu'on nous raconte. C'est-à-dire que dans les 3 semaines, une série de dirigeants militaires disent voilà, ça dure encore 3 mois, ça dure encore 2 mois, l'Allemagne est très compromise, ça dure 3 mois, c'est cuit. À partir de ce moment-là, le capital financier, qui est beaucoup plus remarquablement informé que le français moyen qui ignore tout, et qui ignore tout, on le sait, pendant des décennies, hein, et même jusqu'à sa mort, à partir de ce moment-là, bien entendu, ma foi, il est très clair que les choses vont ne coûter rien au capital, lui rapporter, et là encore, que tout sera gentiment assumé par l'État, sachant que l'État, il préside aussi aux évolutions nécessaires, enfin, il cautionne les évolutions nécessaires, c'est-à-dire la perception extrêmement précise par le capital financier que l'avenir... Les soviétiques vont remporter la guerre militaire, que ça va les tuer, mais qu'il va falloir, comme dit très bien Hunziker, le même Hunziker dont j'ai parlé tout à l'heure, comme dit très bien Hunziker le 16 juillet 1941, pas 42, de toute façon 42 il est mort en novembre 40. Novembre 41. Donc Hunziker explique que l'Union soviétique étant en mesure de vaincre les Allemands, eh bien il va falloir se plier pendant des décennies, au moins 50 ans, ça a duré plus, hein. On approche des 100, il va falloir se plier pendant au moins 50 ans
aux ordres des États-Unis. Donc bien entendu, je réserve dans cet ouvrage la part, je crois, que mérite cette perception très nette d'une évolution du rapport des forces qui rend nécessaire quelques prudences. Alors me direz-vous, alors ils ont cessé de collaborer. Pas du tout. Ils ont collaboré jusqu'au bout. Ils ont simplement demandé à l'État d'en assumer la responsabilité plus que jamais et de les laver de toute possibilité de poursuite en leur décernant des réquisitions systématiques qui les innocenteraient pour l'avenir. Voilà, je dirais, ce qui est la part considérable de la chronologie militaire, de la chronologie du rapport des forces. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors on peut en tirer que, bien sûr, les nécessités économiques faisant la loi. D'abord, il faut le dire, et j'y ai accordé autant d'intérêt dans ce livre que dans d'autres, on ne peut pas travailler sur la contribution du capital financier à la défaite de la France et à son appauvrissement, je dirais, à caractère définitif et aggravé par la colonisation américaine ou européo-américaine qui a suivi. On ne peut pas rester, je dirais, à ce niveau seul en continuant à dire que c'est finalement par amour pour leurs entreprises, jamais baptisé amour du profit d'ailleurs, que les entreprises ont dû se plier à la tutelle allemande. Il faut y ajouter autre chose. C'est que l'historiographie dominante se caractérise par soit le silence complet sur les rapports sociaux de production sous l'occupation ou à un autre moment, le silence total, dis-je, soit par, c'est ce qui est ressorti d'ailleurs du groupe de recherche qui a été fondé pendant 10 ans par le CNRS sous la houlette apparente d'Hervé Joly, soit l'idée qu'il y aurait eu une sorte d'union sacrée anti-allemande des ouvriers et des grands patrons. Et des patrons, dirons-nous. C'est faux. C'est-à-dire que on ne peut pas faire une histoire correcte du rôle des industriels et des banquiers sans montrer la guerre socio-économique inexpiable qui a simplement aggravé la guerre socio-économique ou sociopolitique qui était conduite avant l'occupation. Et ça explique d'ailleurs que j'ai consacré un gros chapitre, le chapitre est le dernier chapitre, à cette guerre, mais inexpiable, dont nous ne trouvons la clé, je dirais la clé en termes objectifs, que dans les archives policières. Car il n'est pas d'archives plus explicites, je dirais, et plus objectives sur la question. On peut, quand on regarde de la documentation ouvrière, dire, comme dit volontiers le patronat, qu'ils se plaignent de tout, qu'ils ne sont jamais contents, mais quand on voit les organes chargés de la répression et assurant remarquablement cette répression, nous expliquer que finalement la rapacité du capital financier est atroce, eh bien je dirais qu'on a un élément supplémentaire. Eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, bien entendu, je dirais que tout examen historique se suffit à lui-même. Mais quand on vit dans une période aussi intense que la nôtre, je dirais en matière d'exigence du capital financier et de faiblesse des populations, on est frappé de constater que une période sans guerre, enfin sans guerre encore éclatant sur le territoire français, est depuis quelques décennies très très semblable à la période d'occupation, c'est-à-dire d'un capital financier dans une situation sociopolitique tellement favorable que finalement
il ne laisse pratiquement plus rien ignorer de sa rapacité, de sa volonté d'échapper à l'impôt, et que il est très intéressant de montrer qu'une époque aussi dure, aussi épouvantable, une des périodes les plus épouvantables de l'histoire de la France, est si semblable à la période d'apparence civilisée et renaissante qui nous caractérise, qui ne date pas d'ailleurs d'une présidence strictement contemporaine, mais qui a pris depuis quelques décennies, et je dirais depuis que les organisations de défense de la population, en particulier de défense de la classe ouvrière elle-même très affaiblie, depuis que ces organisations ont perdu de leur efficacité et de ce qui avait fait leur force, eh bien, on se retrouve sans occupants sur le territoire national, avec une conjoncture tout à fait remarquable. C'est pourquoi je pense que la conjoncture présente, au surplus d'ailleurs, qui est pleine d'annonces de guerre, elle est un moyen de réfléchir à ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale et à mesurer dans toutes les dimensions ce qui a abouti à la chose suivante et qui, je crois, qui nous permettra de terminer. Alors qu'on ne peut pas évaluer le profit des privilégiés de 1940 à 1944, ce qu'on peut constater, et je ne parle pas des catégories intermédiaires, enfin, ou à certaines catégories qui ne sont pas parmi les plus pauvres. Je ne parle pas des paysans, ils se sont nourris quand même globalement pendant la guerre, mais il faut quand même réfléchir à ce que, de 1940 à 1944, outre que les maladies infantiles, la tuberculose, etc., aient réalisé des ravages records, la population ouvrière et la population des employés, soit 60% de la population française, ont perdu entre 10 et 12 kilos de moyenne. Je crois que les historiens ont le devoir de prendre en compte toutes les dimensions historiques, je dirais comme mon grand maître Pierre Villard le disait toujours en parlant d'histoire totale. Eh bien, toute histoire honnête est une histoire qui tente de mettre ensemble tous les bouts que les archives permettent de reconstituer. Merci beaucoup Annie pour toutes ces informations édifiantes et ce parallèle avec l'actualité qui me semble très important. Donc je rappelle que tu sors ce 18 juin donc la réédition donc Industriels et banquiers sous l'occupation. Donc courez l'acheter si voilà. Vous souhaitez avoir de plus en plus d'informations. Mais on a le temps de le lire. Voilà, c'est ça. Outre qu'il n'est pas cher du tout. Voilà, je crois que c'est 13,90 €. Donc il est à combien? J'en sais rien. Oh là là, 13,90 €. Voilà, c'est donné. C'est donné. Pour tant de matière, c'est donné. Donc vous trouverez tous les détails, les approfondissements par rapport à ce que vous a expliqué Annie aujourd'hui. Et donc une édition entièrement refondue, comme tu le disais au début, sur la base des dernières données archivistiques et historiographiques. Oui. Voilà. Donc, qui doivent beaucoup aux archives de la justice. Voilà. Voilà. La justice n'est pas efficace contre ces milieux, mais la justice est un excellent moyen d'information. C'est ça. Des informations très, très intéressantes en général. Merci encore Annie. C'est moi qui te remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi nous faire un don avec le lien en description de la vidéo. Voilà, à bientôt.